let's begin the story. Dahmer, Hit, Hannibal Lecter ou Dexter, les histoires de tueurs en série fascinent la Terre entière. En documentaire, en série ou en film, elles sont à chaque fois des phénomènes. Mais depuis quand les tueurs en série sont-ils cool ? Un tueur en série a commis au moins 3 meurtres, dans un intervalle de temps allant de plusieurs jours à plusieurs années, mais sans motif précis ni connaissance de ses victimes avant le crime. Partant de cette définition, la première fiction traitant d'un meurtre en série serait Les Crimes de la rue Morgue d'Edgar Allan Poe. Parue en avril 1841, elle met en scène le détective Dupin, doté d'un incroyable esprit d'analyse, enquêtant sur le meurtre d'une mère à moitié décapitée et sa fille violemment encastrée dans un conduit de cheminée. Le meurtre est finalement résolu lorsqu'il est révélé que le tueur était un orang-outan qui avait échappé à son propriétaire et commis les meurtres de manière aléatoire. Bien que l'histoire ne soit pas basée sur un tueur en série humain, elle établit un modèle pour de nombreuses histoires de meurtres en série à venir, avec un détective cherchant à résoudre un mystère complexe et un tueur qui tue de manière répétée. Quelques décennies plus tard, l'affaire où tout commence est bien sûr l'affaire de Jack l'Éventreur. À la fin du 19e siècle, la criminalité londonienne atteint des sommets. Whitechapel est le quartier le plus dangereux de la capitale où se mêlent pauvreté, insalubrité, maladie et prostitution. Les meurtres, vols et viols y sont nombreux, mais une série d'homicides, chacun séparés de quelques semaines, sortent du lot par leur violence. L'assassinat de 5 prostituées, égorgées, étripées ou encore démembrées. La grande atrocité, le court laps de temps entre les meurtres, créant une urgence dans l'enquête, et le niveau de détail rapporté par les journalistes firent de l'affaire un feuilleton international. Devant ce succès médiatique, les enquêtes sur les meurtriers en série sont immédiatement devenues une catégorie de faits divers de choix pour la presse papier. Le Monde découvre alors sa propre fascination pour des descriptions morbides et le nombre d'affaires exposées au grand jour augmente. La rareté des tueurs en série organisés, la complexité de leur profil, souvent caractérisés par des hauts quotients intellectuels, en font des personnages dramaturgiquement consistants. Le fait qu'ils frappent de manière aléatoire implique qu'ils peuvent s'en prendre à n'importe qui. Ils fascinent, inquiètent et terrifient. Le nombre de tueurs en série coïncide généralement avec le taux de criminalité de l'époque. Une augmentation rapide de la population, des syndromes post-traumatiques de dépression et d'inadaptation suite à la Seconde Guerre mondiale font des années 60 aux États-Unis une décennie extrêmement violente. Et comme pour Londres, ce climat criminel concentrera la création de la plus grande génération de tueurs en série des États-Unis. Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper, John Gacy et des dizaines d'autres issus de ces années de violence séviront pendant les décennies qui suivirent, offrant des enquêtes toujours plus haletantes, des profils psychologiques marginaux et complexes et des scénarios sordides. Les années 70, 80 et 90 verront apparaître la quasi-entièreté des tueurs en série exploités par le cinéma américain, car leur nombre a depuis largement diminué. Un phénomène attribué par les experts à plusieurs causes. L'amélioration des technologies de surveillance et des techniques scientifiques permettant d'arrêter les criminels plus tôt, les jeunes ayant eu une enfance traumatisante sont suivis de façon plus attentive et plus régulière, et les séquelles de ces décennies ont également créé dans l'éducation des mécanismes de défense, comme ne pas monter dans la voiture d'un inconnu ou faire du stop. Mais alors que les films et séries sur des tueurs en série sont de plus en plus nombreux, et que le nombre de criminels est de plus en plus faible, pendant encore combien de temps cela peut-il durer ?